Salam alaikum Azoul, bonsoir. Le journaliste Adlan Mellah risque de mourir en prison. Un remake de l'assassinat de Mohamed Tamalt Rabbi Rahmou. Adlan Mellah a été arrêté et jeté en prison une deuxième fois, après sa sortie d'une première incarcération, parce qu'il ne se l'était pas tenu pour dit, parce qu'il ne s'était pas soumis à la sommation de se taire s'il ne voulait pas d'autres ennuis. Aussitôt libéré, il avait entrepris une série d'investigations et de révélations sur des ripoux, sur des nervis du régime. Des révélations en feuilleton qui ont laissé imaginer qu'il s'apprêtait à aller très loin et très fort. Adlan Mellah a été arrêté et incarcéré, une deuxième fois donc, en violation de la Constitution, qui interdit d'emprisonner un journaliste pour ses écrits et dans le cadre de sa profession. Le régime, via ses hauts représentants, a vite trouvé la parade et a déclaré, sans rire, que Adlan Mellah n'est pas un journaliste, puisqu'il n'a pas de carte de presse. Et pour cause, puisqu'il a refusé de la lui remettre. Mais nous savons tous que Adlan Mellah est un journaliste. Et un journaliste parmi les plus courageux de la corporation. Même si, à un certain moment, il faut le dire, il a semblé soutenir Bouteflika. Nombreux des opposants sont ceux qui le jugent pour cet engagement, sur lequel il est pourtant revenu depuis. Comme si soutenir Bouteflika à un moment ou à un autre devenait une flétrissure indélébile, une tare rédhibitoire, irrémissible. Cette histoire de carte de presse, dont use et abuse le régime, semble être sa dernière trouvaille, une autre de ses parades scélérates. Qui ne sait pas que nombreux sont les journalistes algériens à qui on a refusé l'attribution d'une carte de presse? On me l'a refusé à moi-même qui vous parle, alors que j'ai exercé ce métier pendant des années en Algérie, alors que je signais des articles à sensation nationale qui paraissaient à la une de l'un des plus grands journaux du pays. Et on me l'a refusé, cette carte de presse. Adlan Mellah a été donc jeté en prison. Il a tenté d'attirer l'attention de ses compatriotes et de ses confrères en entamant une grève totale de la faim. Une grève de la faim qui pourrait lui devenir fatale, puisqu'il semble qu'il a eu de très sérieux ennuis de santé. Rappelons, pour ceux qui ne le savent déjà, qu'il avait été mis en isolement dès son incarcération, sans motif. C'est-à-dire qu'on l'a enfermé dans un cachot très exigu, où il fait froid, où la lumière ne s'éteint jamais, jour et nuit, où il fait très froid donc, je le répète, où les conditions sont très dures. Et je ne parle pas des humiliations. L'isolement sert à briser les détenus par trop conscients de leurs droits. Mais le plus grave n'est pas dans cette attitude du régime, somme toute normale, voire banale. On ne peut pas attendre d'un régime despotique, corrompu, prédateur, qui respecte les droits de l'homme, ni même qui respecte sa propre constitution. Ce serait antinomique et totalement déplacé, je crois. Non. Le plus grave vient de cette indifférence, non pas seulement de l'opinion publique, mais surtout de ses propres confrères, de cette corporation squattée par des baggaras, par les voix de leurs maîtres, des patrons de presse dont la seule préoccupation est l'aumône de la pub que leur concède, que leur jette le régime, à qui ils servent de carpette et à qui ils servent de caisse de résonance pour sa basse propagande. Ces patrons de presse qui, eux, ont tous une carte de presse. Ben voyons.
Mais le pire vient aussi de ses propres confrères, enfin, de la majorité de ses confrères, si tant est que nous pouvons les considérer comme des journalistes, ces cohortes grises, incolores, à l'échine si souple, qui rasent les murs de la profession, qui écrivent et déblatèrent sous la dictée, et qui, eux aussi, ont une carte de presse. Les rares journalistes qui sont en train de se mobiliser et de protester contre cette injustice faite à leurs confrères se battent contre un mur d'indifférence. Ils crient et hurlent au milieu d'un océan de démissions. Et si ce n'étaient tous ces militants des droits de l'homme et ces courageux avocats qui prêtent leur voix et leur concours à la dénonciation de cette autre sombre affaire, Adlan Mellah pourrait mourir des suites de sa grève de la faim sans que cela ne choque quiconque. Adlan Mellah n'a plus qu'un espoir. Vous. Aujourd'hui. Algérie part. Adlan Mellah n'arrive plus à marcher ni à se tenir debout. Ses avocats réclament son transfert aux urgences. Par la rédaction. Casbah Tribune. Adlan Mellah, victime d'un AVC en prison. Par la rédaction. El Watan. Grave révélation de l'avocat du journaliste Adlan Mellah. L'arrestation s'est faite sur la base de réquisition du 18 février 2018. Par Salima Tlemcani. Affaire Mellah vers un scénario Tamalt bis. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi sur le plateau Boukhalifa Ben Mammar, journaliste, militant des droits de l'homme, membre de l'ONG Riposte International. Boukhalifa Ben Mammar, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamal, merci à vous, mais merci à nos auditeurs d'être fidèles à votre programme. Merci. Au téléphone depuis Alger, Abdou Semmar, rédacteur en chef d'Algérie Part, Khaddour Chouicha, président de section de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme depuis Oran, Ouaran, et Hafid Darraji, commentateur sportif de Bein Sport, qui sera avec nous au téléphone depuis le Qatar. Boukhalifa Ben Mammar, voilà qu'ensemble s'acheminer encore une fois vers une autre histoire, genre Tamalt. Notre confrère Mellah Adlan, qui est en grève de la faim, qui était à l'isolement avant sa grève de la faim, dans un cachot, siloun, comme on dit, très froid, par les temps qui courent, en plein hiver. Et donc, il semble qu'il ait eu un problème. Certains parlent d'AVC, d'autres parlent de quelque chose dans le genre, et dans l'indifférence quasiment la plus totale. C'est dramatique, d'autant plus qu'il n'est pas le seul à avoir subi ce genre de traitement aujourd'hui. Ça aura tendance à se généraliser, et ceux qui se cachent derrière leurs petits doigts, de toute façon, risquent de connaître fatalement le même sort. Je ne leur souhaite pas. Ouais. Mais les conditions de détention d'Adlan Mellah nous appellent à avoir plusieurs grilles de lecture. D'abord, il y a une lecture éthique. Quiconque se sent concerné par le devenir et l'avenir de ce pays doit se sentir concerné par ce qui touche ce jeune garçon qui est prometteur au sens où c'est la jeunesse et la sève du pays. Oui. Ceux qui ont leur vie derrière eux n'attendent que trépasser, mais ce jeune-là est appelé quand même à apporter un plus à ce pays, à l'image de beaucoup de jeunes qui se retrouvent démunis, Harraga. Le cas de Marzouk Touati est encore, à juste titre, révélateur aussi sur ce plan-là. La deuxième grille, elle est d'ordre politique, puisque là, le peu de classe politique qui reste encore nous assourdit les oreilles par son silence. Par son silence et je dirais pas son manque de sérieux là-dessus, parce que je pense que cette classe politique sera comptable de son silence, qui peut être complice, qui peut être interprété au moins dans ce sens-là. Et puis il y a quand même quelque chose, même dans ce marasme, c'est-à-dire qu'il y a un message d'espoir, c'est que même dans cette profession, on a quand même des jeunes qui s'engagent en faveur de la liberté d'expression. Oui, certainement, mais le problème Boukhalifa, c'est que les journalistes aujourd'hui en Algérie sont très nombreux. Ils sont vraiment très nombreux.
Oui. Que si on juge par rapport au nombre de chaînes de télé, plus d'une quarantaine, au nombre de journaux, plus de 120. Les journalistes se comptent réellement, j'allais dire, par dizaines de milliers. Mais on ne les entend pas. On entend quelques journalistes qui sont en train de battre la brèche en ce moment, qui sont sur le terrain, qui vont à la maison de la presse, qui donnent des interviews, qui essaient de bouger, qui appellent à des manifs, qui écrivent aux ONG. Mais sinon, les autres confrères, on ne les entend pas. Alors, encore moins les patrons de presse. Les patrons de presse, c'est motus et bouche cousue. Oui, parce que c'est la même technique qu'on a utilisée pour diluer l'action politique dans les années 90 en accordant des petits groupements un statut de parti politique. Vous vous en souvenez, on en était à 40, à 50. 60. Voilà, et puis sans aucune représentativité, ni ancrage politique réel, ni base programmatique réelle. Vous aviez 2-3 chats qui se réunissaient, obtenaient un agrément. On exigeait une quinzaine de personnes qui signaient des statuts, qui avaient le statut de parti politique. Voilà. Et puis aujourd'hui, les journaux, dans ce sens-là, donc, enfin, ce qui peut être assimilé à tout ce magma, c'est au fait, en réalité, c'est une pompe afrique, excusez-moi un peu la dimension triviale de mon propos, puisqu'il y a la distribution de la publicité institutionnelle via encore un organisme. Voilà, donc c'est un phénomène de rétrocommission. Donc vous avez pas mal de barons qui créent une dizaine de titres par lesquels ils aspirent cette manne. Mais au-delà... Il y a des journaux qui ont jusqu'à 12 pages de publicité sur 24. Oui. Ça veut dire la moitié du journal, c'est de la pub. Oui, et puis ça, et je pense que... Moi, j'invite votre chaîne, d'ailleurs, à faire si possible, ce qui se faisait dans une chaîne française qui a disparu, mais l'émission, en fait, c'était Arrêt sur image, où on pourrait décortiquer. Bon, ce serait intéressant à plus d'un titre, mais la décantation va se faire. Et c'est les conditions dans lesquelles cette décantation va se faire qui restent à craindre. Mais la décantation, Bouhelfa, elle est en train de se faire à rebours. Ça veut dire que ce n'est pas que les meilleurs qui restent, c'est l'inverse. Ça veut dire que c'est les meilleurs qui partent parce qu'on les asphyxie, on ne leur donne pas de pub. Moi, je le rappelle à chaque fois que j'en ai l'occasion, j'ai invité un directeur de très grand journal algérien à participer à une émission. Il m'a dit, s'il te plaît, Jamal, moi déjà comme ça, on me laisse juste de la pub, juste pour payer mes journalistes. Si je viens à Al-Magharibia, on va me couper les vivres, je vais me retrouver sur la paille. Donc, au contraire, la décantation, elle est en train de se faire, mais à l'inverse, il y a des journaux très connus, je n'en citerai aucun, qui se sont spécialisés dans la brosse à reluire, dans la chita, mais à un point absolument outrancier, incroyable, à vomir. Ils ont des pages de pub à en revendre. Oui. Et d'autres, non. On leur coupe les vivres, quasiment. Ouais. Et puis, il y a aussi une dimension importante aussi de ce qui se passe, parce que nous, on est concernés par le cas, en l'espèce de Adlan, qui, j'espère, en ce moment, enfin, il a tout notre soutien. Mais aussi, c'est un phénomène que vous pouvez constater à l'échelle de l'Afrique du Nord, pratiquement. Le classement effectué l'année dernière concernant le Maroc et l'Algérie, donc ils sont en 84 et 85e, si ma mémoire est bonne. Donc vous avez la Libye qui traîne derrière très loin. Vous avez le cas de la Tunisie qui stagne un peu, mais la profession de journaliste dans ces pays-là est quand même un métier à risque. Mais on observe les mêmes techniques. D'abord, on utilise des subterfuges sur plan juridique et institutionnel pour verrouiller cette fonction. Donc si ça ne suffit pas, donc on passe au cyberharcèlement, donc les campagnes de diffamation, donc on orchestre pour entacher un peu. Le cas du Maroc est assez révélateur en l'espèce. Un certain nombre de journalistes qui ont couvert les événements du RIF donc se sont retrouvés accusés, leur famille traînait dans la boue. On a même touché à l'honneur des épouses de ces journalistes. Et on organise aussi un blackout autour de ce qui se passe, puisque en Tunisie, à un moment donné, donc expulsion des journalistes étrangers,
En Libye, c'est fait. Au Maroc, c'est fait. Donc, le fameux sésame pour aller couvrir. Je connais quand même quelques journalistes ici en France qui se rendent dans ces pays, mais ils doivent se rendre avec des visas touristiques pour aller faire leur travail, ce qui est quand même un peu dramatique. Mais la constante, sans oublier le cas de l'Égypte, la constante et le fil conducteur de tous ces régimes-là, c'est qu'aujourd'hui, ils sont bien épaulés par des officines européennes quant à l'organisation et contrecarrer l'action de ces journalistes. Parce que la presse en elle-même s'inscrit dans une perspective de démocratisation de toute façon institutionnelle. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est une espèce de torrent contre lequel les systèmes chez nous construisent des digues pour endiguer un peu ces phénomènes. Alors, je suis obligé de vous garder encore parce qu'on n'arrive pas à joindre nos invités, ni Abdou Sammar, ni Kaddour Chouichan, ni Hafid Darraji. Ce n'est pas ce qui se passe au téléphone. Sinon, nous allons parler de l'affaire Mellah en profondeur. Mais avant, j'aimerais rappeler quelque chose. En 1989, après les événements de 88, quand le régime a libéralisé le système, a accepté le multipartisme, à l'époque, il ne disait pas parti, c'était un peu plus pudique par rapport. Il disait association politique. C'est la définition juridique. Association à caractère politique. Ils en ont créé à l'époque 60 partis. Et pour donner l'illusion que la presse aussi avait été libérée, ils ont été chercher tous les journalistes qui étaient dans le secteur public. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Moujad, Chab, Nasser, quelques... alors, ils ont été ramenés des journalistes. Ils leur ont donné des prêts, ils leur ont donné des locaux, ils leur ont donné toutes les facilités possibles et imaginables, mais ils leur ont dit il faut que vous rouliez très vite, que vous deveniez des journalistes. Et tout de suite, il y avait une sorte de liberté de ton qui laissait penser qu'il y avait une véritable liberté de presse. Et d'ailleurs, les journalistes s'étaient autoproclamés la presse la plus libre du monde arabe, si vous vous en rappelez. Oui. Alors, est-ce que les jeux n'étaient pas faussés et les dés n'étaient pas pipés dès le départ? À partir du moment où, d'abord, on crée des journaux avec les gens qu'on veut, nous, qu'on ramène, à qui on donne de l'argent, et puis, en deuxième lieu, des gens qu'on tient par le bâton de l'impression, de l'imprimerie. Ça veut dire on leur imprime gratis et on tient la dette comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Quand ils sortent, on ne les censure pas, on les pousse à l'autocensure. Et si jamais ils ne comprennent pas très bien ce qu'on attend d'eux, on leur réclame les dettes de l'imprimerie. Oui. Et de l'autre côté, la carotte de la pub. Je disais, moi je travaillais moi-même dans un journal, Liberté, qui avait 12 pages sur 24 de pub. 12 sur 24. C'est incroyable. Oui. Et donc, ce n'était pas que Liberté. Oui. Tous les journaux qui acceptaient de rentrer dans ces logiques avaient 12 pages sur 24. Et d'autres moins en fonction de leur tirage. Il y avait même des journaux, d'El Moujad par exemple, dont on disait, nous, dans le métier, les invendus sont plus nombreux que les tirés, oui. Tellement qu'ils ne vendaient rien. C'est une réalité. Et donc, est-ce que les jeux n'étaient pas faussés dès le départ? Est-ce qu'on ne tenait pas ces journaux par la carotte et le bâton? Donc, on les contraignait à aller dans le seul sens qu'on attendait d'eux, ça veut dire d'être des caisses de résonance de la propagande du régime. Allez voir quelques titres, je ne citerai pas, c'est outrancier, c'est horrible quand vous voyez les titres de certains journaux, y compris en français. Est-ce que donc les dés n'étaient pas pipés dès le départ? Oui, on peut bien sûr voir un peu les choses sous cet angle, mais il me sera permis d'être rétrospectivement optimiste en me disant qu'il y avait peut-être quelques volontés à l'intérieur même du système de pouvoir s'appuyer sur une société civile qui pouvait théoriquement ou pratiquement s'exprimer à travers des journaux, qu'il y ait des partis politiques, enfin des courants politiques qui puissent trouver des appuis. Et puis je pense que c'était intéressant parce que l'expérience fait que quand vous goûtez quand même à une liberté de temps, quand vous l'exercez, oui. Qu'est-ce qui reste comme choix pour vous après? Y renoncer, vendre son âme au diable? Mais liberté de ton ne veut pas dire liberté d'expression.
Ah oui, ça veut dire que ça donne le change. Ça laisse penser que c'est une liberté d'expression. Mais je vais vous donner un exemple. La presse algérienne, par exemple. On ne connaît pas d'article qui soit attaqué de front à certaines pratiques au sein de l'armée. Par exemple, la corruption, les pots de vin, les commissions faramineuses, qui se chiffrent en milliards de dollars. Je ne connais pas un seul article de presse qui ait parlé de ça. Il y a des sujets tabous, dont personne ne parle. Aujourd'hui, personne ne parle des indélicatesses dans lesquelles trempent M. Saïd Bouteflika et ses frères. Oui. Personne n'en parle. Oui, mais là, aujourd'hui, ce que vous soulevez comme problème, c'est que même dans les pays dits démocratiques, quand les expériences se sont produites, parlant du Watergate, par exemple, si les journalistes qui ont travaillé sur le sujet n'avaient pas eu l'aval de leur direction et qui, eux, n'avaient pas eu l'aval de leur conseil d'administration et de leur tête dirigeante, s'ils n'avaient pas eu l'aval et la protection, donc d'abord l'investigation n'aurait pas eu lieu et la publication n'aurait pas eu lieu. Aujourd'hui, comme vous faites bien de le souligner, donc la Bahmida, Racham Hamida. Donc on ne peut pas, moi je ne peux pas leur reprocher d'être dans la position où ils sont. Par contre, ce que je me permettrais de leur rappeler en leur disant, c'est qu'aujourd'hui, ce qui arrive à Adlan et tant d'autres est susceptible de se produire, de vous arriver à vous. Parce que... Il n'est pas susceptible d'arriver à ceux qui observent scrupuleusement l'autocensure. Je vous assure, il y en a beaucoup. Par expérience dans la vie, les premières choses dont on se sépare, c'est les choses qui nous ont servi. Oui. Comme de simples vulgaires chaussettes. Oui. Vous savez, quand vous avez une brosse, à force de l'utiliser, à un moment donné, puis de la façon la plus abjecte. Alors, nous n'arrivons pas à joindre nos amis, mais Samir Bellatesh est avec nous. Samir, merci de nous avoir rejoints. Salam alaikum. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci Samir. Alors, nous sommes en train de parler de l'incarcération de Adlan Mellah, de sa grève de la faim, de son état de santé dont on nous dit qu'il se dégrade dangereusement. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur tout ça, Samir? Juste d'abord, peut-être m'excuser parce que j'ai pris l'émission en cours. Du coup, peut-être que je vais redire ce que vous avez déjà dit ou que vous avez déjà discuté. On ne le redira jamais assez, de toute façon. Absolument, absolument, parce que la situation, elle est grave quand même. Et j'ai un retour pour la technique, s'ils peuvent m'aider. J'ai un retour, j'entends tout ce que je dis. J'espère qu'ils vont pouvoir régler. Il y a des retours, en effet, de temps en temps qui se produisent. Je continue, j'enlève mon truc. Oui. Sinon, vite fait, à propos, donc d'abord, il faut, à mon avis, dire au monde entier ce qui se passe dans notre pays, parce que c'est scandaleux. Des journalistes sont emprisonnés, harcelés, intimidés, embarqués, etc. Des blogueurs et des internautes croupissent aussi en prison, pour certains depuis quelques années déjà. Du coup, comme vous venez de le dire, on ne dira jamais assez que la situation est très grave en Algérie, malgré les discours des autorités et des officiels qui, quand ils vont sur la scène internationale, les rares fois où ils vont sur la scène internationale, parce que les dirigeants algériens, ils sont totalement coupés du monde. Là, le monde ne sait pas qu'ils existent. Mais ils vont dire que nous avons la loi, nous avons la Constitution et que dans notre pays, tout le monde peut s'exprimer, etc. La réalité, elle est tout autre, elle est méchante et il faut absolument le dénoncer. Du moins, moi, je le dis comme ça en tant que militant politique de base. Je suis très triste pour ce qui se passe dans mon pays. Voilà, le cas de Adlan Mellah, on a appris hier et avant-hier qu'il était très malade, qu'il a visiblement, a priori, fait un AVC. C'est quand même dramatique. Donc voilà ce qui se passe dans notre pays. Samir, le régime est en train d'alléguer, pour dire qu'il n'a pas violé sa constitution, sa propre constitution, qui interdit d'emprisonner des journalistes pour leurs écrits ou ce qu'ils font de révélation dans le cadre de leurs fonctions. Il est en train de dire non, ce n'est pas un journaliste parce qu'il n'a pas de carte de presse. Et vous savez qu'en Algérie, ceux qui remettent la carte de presse le font
selon la bonne volonté et les désirs du régime. On n'accorde pas de carte de presse à quelqu'un qui ne file pas droit. Donc voilà, il n'a pas de carte de presse, il n'est pas journaliste. Autrement dit, il n'a pas de carte de presse, on peut le jeter arbitrairement en prison. On peut embarquer quelqu'un parce que ce qui s'applique à notre compatriote Adlan Mellah s'applique à tous les militants et à tous les citoyens algériens. Les gens, ils sont embarqués parce qu'ils ont fait un rassemblement pacifique et devant le juge, ils sont condamnés pour rassemblement non armé. Du coup, l'argument de la dictature, il ne tient pas la route en fait. C'est-à-dire, ils vont raconter ça, mais qu'est-ce que ils accordent pas, ils délivrent pas les cartes de presse. Après, on se permet de les arrêter en disant ah non, mais ils n'ont pas la carte de presse. On peut quand même les torturer, les tabasser dans les commissariats et dans les prisons. C'est l'argument de la dictature, rien d'étonnant. Et restez avec nous, Samir, avec nous Yahya Mkhiouba, lui-même journaliste. Yahya Mkhiouba, merci d'être avec nous. Merci à vous, M. Benchino. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Yahya, donc voilà, Adlan Mellah est en prison, il est dans un état critique, nous dit-on. Le régime lui refuse la qualité de journaliste, alors que tout le monde sait que c'est un journaliste, qu'il a déjà été incarcéré pour, j'allais dire, pour des méfaits de journalisme. Le pire du pire sur lequel je souhaiterais que vous vous exprimiez est la quasi-totale indifférence de l'écrasante majorité de ses confrères et de la quasi-totalité des patrons de presse. Yahya, vous ne m'avez pas entendu? Non, si vous pouvez répéter, on a été coupé, je crois. Alors je répète en résumé, en substance du moins, ça se passe dans l'indifférence de ses confrères et dans la quasi-indifférence de la quasi-totalité des patrons de presse. Je vais répéter ce qu'a dit Karim Tabou il y a quelques années, on est dans le faux. On est dans la fausse classe politique, dans la fausse presse, dans les faux barrages, dans le faux terrorisme, dans la fausse indépendance. Du moment que les Algériens continuent 60 ans après cette supposée indépendance à être jugés par une fausse justice, par un semblant de justice, pour attroupement ou regroupement non armé. On irait jusqu'à se demander pourquoi nos aïeux ont pris les armes pour libérer ce pays, si 60 ans après, on n'a pas le droit, encore, nous, Algériens, de se rassembler pacifiquement pour défendre une idée, pour défendre un droit, pour défendre une opinion. Donc, on est dans le faux total. Donc, il ne faut pas se poser la question sur cette classe politique qui a démontré ses limites, et qui n'a pas pu être assez crédible pour être un élément mobilisateur de cette société à 3 mois d'une échéance importante qui est l'élection présidentielle. La presse algérienne, elle est ce qu'elle est. On sait très bien que durant les années 90, elle a servi pour la majorité de cette presse à être le porte-parole des services de sécurité. On n'a pas besoin de revenir là-dessus. Avant, elle faisait l'éloge de la révolution agraire et des idées socialistes de Boumedienne. Donc, on est dans le faux partout. Il faut aujourd'hui se réapproprier notre pays, qui est en train de partir entre nos mains. L'emprisonnement de M. Adlan Mellah, même si je ne le connais pas personnellement, mais il subit, ou plutôt il répond à cette logique du dictature politique qui ne reconnaît pas le droit aux Algériens et aux Algériennes d'exister politiquement. Yahya, oui. il y a dans ce pays plus de 40 chaînes de télévision. 40. Oui. D'ailleurs, qui n'ont aucun statut. Le pouvoir les tolère, il les laisse exercer, avoir de la pub, diffuser des programmes, à condition de rester dans l'autocensure et de faire et de dire ce qu'on leur demande. Il y a 3 chaînes de télévision qui sont sorties de ce cadre, on les a fermées, tout simplement. Oui. Et quand ils sont allés se plaindre pour demander, le juge d'instruction leur a demandé pourquoi vous plaignez, vous n'existez pas, vous êtes qui vous? Donc il y a plus de 40 chaînes de télévision qui n'existent pas officiellement. Le juge d'instruction dans cette affaire, il a raison. Alors, la deuxième, il y a plus de 160 journaux, tout genre confondu.
Et il y a aussi dans ce pays des syndicats de journalistes. Oui. Or, cette affaire Mellah, qui vient après l'affaire Tamalt, Mohamed Tamalt, dont nous rappelons qu'il a été emprisonné de façon arbitraire, illégale, et qu'il est mort en prison parce qu'il était en grève de la faim après avoir été maltraité, frappé. Il a été frappé à mort. Et donc il est mort dans l'indifférence quasi totale des télévisions, des journaux, des syndicats. C'est quoi ce milieu? Mais on est dans le faux, M. Benchino. Vous avez de faux directeurs de presse, vous avez de faux journalistes, vous avez de fausses rédactions, vous avez de faux journaux et de fausses chaînes télé. Il faut savoir que ces supposés journalistes algériens qui ont la carte de presse, le privilège d'avoir cette fameuse carte de presse, pour la plupart d'entre eux, bon, je ne dis pas tous parce qu'il y en a qui sont honnêtes et qui ont milité pour les droits à la libre expression journalistique, mais pour la majorité écrasante d'entre eux, ils n'ont jamais milité dans leur vie pour avoir le droit d'écrire ce qu'ils veulent, pour avoir le droit de faire des enquêtes journalistiques, pour avoir le droit d'ouvrir des chaînes télé, hormis la chaîne publique, le NTV. Il faut savoir, M. Benchenouf, et vous êtes bien placé pour le savoir, que ces chaînes privées en Algérie ont vu le jour après la création par des Algériens de l'étranger et ceux qui habitent en Europe, par les chaînes Al-Asr et le Magharibiya ensuite. Donc s'il n'y avait pas Al-Asr et le Magharibiya à une certaine époque en Algérie, qui diffusaient en Algérie en 2011 et en 2012, ces chaînes-là, Shorouk TV, Nahar TV, etc., n'auraient jamais existé. Parce que ces patrons de presse, qui sont loin d'être des journalistes, ce sont des patrons, n'ont jamais milité pour avoir le droit à l'expression audiovisuelle. Il faut savoir que M. Bouteflika a dit que Yahya, on les a créés un peu dans la même logique que pour les partis politiques. Mais absolument, le FFS, on lui crée tel parti, le FIS, on lui crée tel parti. Mais bien sûr, on est dans le faux total. Ce que vous voyez aujourd'hui comme scène politique et médiatique, elle est fausse. C'est pas pour rien que la majorité écrasante des Algériens ne se déplace pas pour participer ou pour donner son opinion dans ces fausses élections, qu'elles soient des élections au niveau local ou au national. Donc la majorité écrasante de la population algérienne a fini par comprendre cette mise en scène. C'est pour ça que maintenant, moi je reviens d'Alger il n'y a même pas une semaine, si vous vous baladez dans les rues d'Alger ou de Sétif, vous n'avez pas l'impression d'être dans un pays qui est à la veille d'une élection présidentielle. Les gens vivent leur quotidien, la misère, leurs problèmes, gèrent le quotidien des enfants, l'école, la santé, pour comment se débrouiller pour faire les courses, et ils sont loin, très loin, de schémas politiques et médiatiques. Et restez avec nous, Yahya, je reviens à vous. Boukhalifa, Yahya, vraiment, véritablement, est en train de nous dire que du faux. Les partis politiques, le Parlement, le Sénat, les journaux, la police, tout le monde est faux. C'est incroyable. C'est quoi ce régime qui n'a que des façades en trompe-l'œil, où derrière, il n'y a rien. C'est un peu comme les décors des films western, là, où vous voyez la façade du saloon, et derrière, il n'y a que du vide. Alors, je me permettrai juste, même dans la dimension caricaturale du propos, je peux adhérer, mais par contre, ce que je n'aime pas, je réfute et je récuse la paresse intellectuelle qui consiste à déconstruire la nature réelle d'un système, parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. Oui. Je ne vais pas dire aujourd'hui que c'est aux journalistes de le faire, mais chacun, dans la position qu'il occupe, dans la situation où il est, peut et doit essayer d'apporter sa pierre et sa contribution dans la déconstruction et la démystification pour que les gens sachent, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, la nature de ce système et ses racines profondes. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation telle qu'on ne doit plus se contenter de phrases aussi sommaires. Nous avons un système, nous avons des institutions qui sont ce qu'elles sont. Je pense qu'il faut les déconstruire, il faut ouvrir. Comme vous avez dit, c'est un décor de cinéma, mais derrière le décor, on a des choses qui sont là, il faut les déconstruire. Si maintenant les tenants et les aboutissants sont les prolongements des services, sont les prolongements de l'héritage soviétique de notre République démocratique et populaire, je pense qu'il faut en arriver à les démystifier. Nous n'avons pas, ce n'est pas... Qu'on s'est juste
un relais qui est rémunéré grassement, dont les patrons de presse sont considérés comme quasiment des barons du régime, qu'ils ont des privilèges exorbitants. Qu'est-ce que vous allez déconstruire dans tout ça? Non, mais je pense que ce qu'il a dit, par contre, là où j'adhère pleinement, c'est la dimension de l'engagement. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont des cartes de presse, qui n'ont pas un minimum d'engagement, ni de conviction. Je ne suis pas un sondeur des âmes, mais je pense qu'à travers un silence, à travers le silence qui est complice, par rapport à des exactions dont eux-mêmes peuvent être sujets demain, pour X raisons, ne pas les dénoncer, d'abord, on fait de ces personnes des complices, pas que passifs, mais quasiment actifs. Mais pour revenir à votre question... C'est la connivence. Oui, bien sûr. La connivence, elle peut être d'ordre pécunier, parce qu'on ferme les yeux, parce qu'on ne peut pas, je pense que décemment, fermer les yeux en sachant ce qu'on sait. C'est-à-dire que des conditions de détention, peu importe, même pour les détenus de droit commun, même pour parce que cela suppose... Parce que les détenus des réseaux sociaux dont on ne parle pas suffisamment, tout à fait. Et puis, des blogueurs qui ont été jetés en prison dans des conditions atroces, qui sont encore en prison à ce jour, et sur lesquels nous reviendrons, bien sûr, promis. Et il faudra revenir. Mais il y a aussi la dimension de ce problème-là pose aussi un autre problème qui n'est pas pris sérieusement à bras-le-corps, c'est le monde carcéral en Algérie. Oui. Le monde carcéral, parce que moi, pour le jeune des années 80 où j'étais, on était dans une région qui était en permanence en situation subversive. Laquelle? Moi, je viens de la Kabylie. Les années 80, on a eu comme des animateurs de la Ligue des droits de l'homme, du mouvement culturel berbère, qui se sont retrouvés en prison. Donc nous, on avait même dans des slogans, on chantait le Barwaguia, l'Ambèze. Oui. C'était aussi une façon de poser le problème des conditions carcérales d'une part, et d'autre part, l'instrumentalisation de cet univers carcéral pour faire peur aux gens à un moment donné, alors que... Donc on peut développer là-dessus, mais l'univers carcéral dans l'imaginaire en algérien a été asservi tout simplement pour faire peur aux gens, pour qu'ils ne puissent pas poser des questions sur la nature de ce régime. C'est important. Mais pour revenir encore à cela, on est toujours dans cette instrumentalisation. Les conditions dans lesquelles est détenu Mellah renvoient aussi parce que les gens, s'ils ne sont pas atteints dans leur dignité par ce qui touche quelqu'un qui, a priori, a pris des positions ou pas pris des positions, mais je pense que même pour le voisin à qui ça peut arriver, il faut avoir quand même ce sentiment d'indignation. Absolument. Il ne faut pas le refouler. Parce qu'il est question de les briser. Exactement. Ce système n'est pas innocent. Oui, tout à fait. Moi, je me rappelle, je sors du coq-à-l'âne un peu. Oui. J'étais en prison en Algérie. Le Wali m'a fait jeter en prison par le fameux procureur général Zrmati. Dans une sombre affaire, il m'a enlevé de chez moi. Je suis resté juste 24 heures. Mais j'ai vu comment sont traités les êtres humains. J'en ai pleuré. Nous étions dans une salle où il était 11 mètres de long sur 5 mètres de large. Il y avait 120 personnes. 120 personnes. Vous ne pouvez même pas passer aux toilettes. Et les toilettes, il n'y a même pas de porte. Les gens prenaient des couvertures pour se dissimuler. Samir Chicha, qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète pour Adlan Mellah, puisque ses propres confrères l'ont abandonné, puisque les patrons de presse font semblant de regarder ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire? En y réfléchissant comme ça, j'ai pas de solution miracle, ni clé en main. Nous sommes face à une dictature qui fait tellement de mal. Vous venez de faire comme ça, c'est-à-dire que vous avez abordé plusieurs sujets qui nous ramènent tous à notre condition de citoyens qui subissons une dictature qui, il n'y a pas très longtemps dans l'histoire, a été très violente, mais qui continue à l'être à ce jour d'une autre manière. Du coup, on est face à la dictature. Par exemple, moi je dirais aux journalistes, Wallah el-Azim, et
Moi, le métier de journaliste, j'ai énormément de respect pour ce métier-là. C'est un peu comme le métier de médecin, hein. Il est très très important. Je ne sais pas, c'est comme le métier de sapeur-pompier, il est très très important. Le travail de journaliste, pour moi, il est tout aussi important. Sans une presse et des médias libres et qui respectent une certaine déontologie et c'est-à-dire les valeurs là qui ont fait avancer la presse et les médias dans notre pays et ailleurs dans le monde. Sans ça, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de vie, de citoyen. Je pense que cet enjeu, il est valable pour nous comme il est valable dans d'autres pays. Là, ce matin, un copain m'a passé un livre à lire sur l'état des médias ici en France. Hein? Il a appelé ça même base sur l'information. C'est de Laurent Mauduit. Il a décortiqué à qui appartiennent les médias, pour qui roulent-ils, quels sont les objectifs qui sont assignés aux rédactions, comment ces journaux, ces médias traitent les faits de société, enfin les problèmes de société, hein, le chômage, enfin les problèmes politiques de société, etc. Et il dit c'est très important pour nous les citoyens. Il a raison. C'est valable pour nous les Algériens, exactement de la même manière. Oui, mais Samir, il y a, c'est comme entre le jour et la nuit, entre la France et l'Algérie en termes de presse. Je vais vous donner un exemple très simple. En France, on ne met jamais des journalistes en prison. Jamais. Je vais vous rappeler un cas où des journalistes ont été pris la main dans le sac. La main dans le sac. L'affaire des journalistes avec le roi du Maroc. Deux journalistes français qui faisaient chanter le roi du Maroc ou la famille royale, quelque chose comme ça. Et donc, on leur a tendu un piège, on leur a donné de l'argent et on s'est arrangé pour les prendre la main dans le sac et ils ont reconnu. Ils ont dit oui, on s'est fait payer pour ne pas traiter d'un dossier ou d'un autre. Et ils n'ont pas été mis en prison. Pourtant, là, ce n'est pas une question de libre expression, c'est une question de pot de vin, de chantage, de menaces. Et avec ça, on leur a dit non, vous comparaissez libre. Vous êtes là, vous allez passer en justice, mais on ne vous mettra pas en prison. Alors que, vous voyez qu'il n'y a pas photo. Mais le grand problème, Samir, c'est aujourd'hui, il y a une reconnaissance sociale réelle à l'endroit des journalistes algériens de par la société algérienne. Le pire et qui fait beaucoup mal est que ceux qui se commettent avec le régime, ceux qui sont dans les petits papiers du régime, ceux qui bouffent au râtelier, là, ils sont considérés patrons de presse, sifflent, on leur ouvre les portes, on est content de prendre un café avec eux, on est content même, je ne sais pas, j'allais dire une chose. Mais les journalistes qui font vraiment leur travail, ou qui essayent de le faire dans des conditions très dures, qui finissent en prison ou qui finissent morts, là, personne ne les considère, personne ne les reconnaît et personne ne les défend. Dans notre pays, vous savez, hein, dans les années 90, un grand nombre de journalistes ont été assassinés, à commencer par ceux qui sont très connus, en passant par des anonymes. C'est-à-dire que les gens sont traumatisés, comme le reste de la société. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, je ne vais pas parler à leur nom, c'est juste mon humble analyse. Les gens à Alger, ils connaissent tous les journalistes, je pense. Hein. Ils connaissent tous les limites, les lignes à ne pas franchir et tout. Parce que quand tu as vécu dans ta chair ce que nous, on a vécu, etc., tu fais attention. Parce que les gens l'ont payé très cher. Ensuite, je pense que quand on te crée des problèmes dans ton travail, on peut te licencier, on peut te mettre dans un placard. Toi-même, Jamel Din, tu connais très bien ça puisqu'on te l'a fait subir, etc. Dans notre pays, les gens, ils ont peur. Moi, je pense que les journalistes ont peur comme tous les autres Algériens. C'est comme ça. Il faut dénoncer ça, il faut le dire là où on doit le dire. Moi, je dirais juste, pour que ça m'échappe pas à Jamel Din, je voulais rajouter un petit point. À propos des journalistes, vous l'avez rappelé tout à l'heure,
l'histoire de cette presse et de ces médias-là, en fait, on la connaît. Cette presse, au moins sur les 20 dernières années, elle a eu la vie qu'elle a eue, en fait. On la connaît. Et il faut que, moi, je dirais aux jeunes journalistes, Wallah al-Azim, faites attention, ne vous laissez pas utilisé dans le cadre des guerres de clans et des guerres de centres de pouvoir en Algérie. D'un côté l'armée, peut-être que même dans l'armée ça tire à gauche, ça tire à droite. Et je ne vous parle pas de la présidence et je ne vous parle pas des oligarques. Ils utilisent les médias et la presse dans le cadre de leur règlement de compte. Et certains journalistes, à mon avis, sont trop naïfs et ils se font utiliser dans ce genre de situation et ça peut même coûter très cher dans certains cas parce que nous vivons dans une dictature. Comme ça a été rappelé tout à l'heure, ce n'est pas le paradis pour les journalistes français, loin de là, mais ce n'est pas comparable à chez nous parce que chez nous, on te jette en prison, tu peux mourir en prison et je ne te parle même pas du tabassage que tu vas subir, etc. Donc les journalistes, ils doivent faire attention. Faites attention, il y a bien sûr que les propriétaires des médias et les grands responsables, eux, savent ce qu'ils font. Et à mon avis, ils n'ont qu'à assumer tout ce qu'ils font dans leur j'allais dire, connivence avec les centres du pouvoir et du pouvoir, ou enfin du régime, et restez avec nous, Samer Chicha. J'aimerais juste rappeler l'histoire de ce producteur qui collabore avec Jazair TV, la chaîne de Ali Haddad. Ali Haddad qui est connu, lui qui est milliardaire en dollars. Hein. Milliardaire, vous savez comment, hein, c'est le patron du patronat. Il ne paye pas ses journalistes. Il ne les paye pas, tout simplement, il crève de faim. Quelqu'un m'a raconté tout à l'heure qu'il travaillait chez lui. Il m'a dit la rentrée scolaire, là, on va tous emprunter de l'argent parce qu'il ne nous paye pas. Alors, ce monsieur, ce producteur, il a fait, comment on dit, il s'est arrosé d'essence et il s'est immolé. Il s'est immolé par le feu, heureusement qu'il n'est pas mort, il est hospitalisé. Yahya Mghioba, tout à l'heure j'ai dit personne ne les défend, c'est un excès de langage. En fait, si, heureusement, alhamdoulilah, il y a encore des gens dans le pays qui les défendent, qui se mobilisent, des journalistes, des avocats, des militants de droits de l'homme, des membres d'ONG diverses, heureusement. Mais sinon, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider Adlan Mellah, Yahya? Premièrement, je voulais juste apporter un petit rectificatif. Je ne suis pas du tout dans la description caricaturale de ce qui se passe en Algérie, puisque de l'aveu de presque tous les observateurs politiques nationaux et surtout internationaux, c'est l'Algérie elle-même qui est devenue une caricature aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour M. Adlan Mellah? Déjà, la première des choses, moi j'habite Santerre, qui est ancien ministre, membre du bureau politique du RND, à se solidariser avec son fils. Déjà, parce que moi je suis déjà choqué de voir le papa qui est assez connu sur la scène politique être absent et de tout ce travail revendicatif par rapport à son propre fils. Donc déjà là, on est déjà dans la caricature du papa qui ne défend pas son fils. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inviter les journalistes à avoir plus de courage pour s'organiser en corporation indépendante de l'actuel syndicat national des journalistes. Il faut rappeler que l'actuel président qui travaille au soir d'Algérie n'a pas hésité à signer des tribunes ou des appels pour mettre en prison des Algériens pour le seul fait qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux politiquement. Donc si on peut appeler ça journaliste ou journalisme indépendant, c'est encore une fois reproduire la caricature peut-être. Donc, on est dans cet état de fait. Monsieur Adlan Mellah ou les autres journalistes et militants politiques, on doit se solidariser avec eux, que ce soit en France ou en Algérie, mais surtout en Algérie, et puis dépasser toutes les structures et organes classiques que le régime a voulu nous imposer, je dirais, Blamia Dra. Ce syndicat national des journalistes n'est pas représentatif et n'est pas crédible. Et les médias algériens valent ce qu'ils valent. On sait très bien, maintenant vous avez Chorour qui tire à moins de 2000 exemplaires par jour. C'est pour vous dire combien les Algériens désertent
même les journaux arabophones. Donc il faut se structurer en dehors de ces schémas classiques et mener une campagne nationale et surtout internationale, parce que ce régime ne comprend que ce langage. Il faut faire pression, surtout ici en Europe, pour relâcher Adlan Mellah et les autres, les Abdallah Ben Naoum. Merci, Yahya Mkhioba. Merci. Boukhalifa Ben Mammar, il nous reste 2 minutes. Quelque chose à dire sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour se solidariser vraiment avec Adlan Mellah? Je pense que déjà, tout un chacun à son niveau doit réunir les quelques miettes d'indignation qui restent pour les exprimer, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit à travers les associations dans lesquelles les gens se retrouvent, ou éventuellement, s'il y a des rassemblements qui sont organisés, que les gens ne se débinent pas. Par contre, c'est vrai que le problème aujourd'hui sur la liberté d'expression, sur la liberté tout court, sur la démocratie, sur des questions tabous, sur la place de la femme, tout ce que vous voulez, les sujets qui font qu'on peut mobiliser une jeunesse en vue d'une ouverture démocratique, ne peut se faire qu'à l'échelle régionale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les journalistes doivent s'organiser, je ne leur intime pas l'ordre, mais je pense qu'ici ici en France par exemple, doivent s'organiser à l'échelle nord-africaine. C'est un impératif. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à avoir cette capacité à s'organiser et poser, parce que les problématiques sont les mêmes, et exprimer stricto sensu sa solidarité dans une action n'est pas porteuse à terme. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut mutualiser les expériences. Aujourd'hui, on a la possibilité, pour les gens qui vivent à l'étranger, de mutualiser un peu leurs expériences, de par leur vécu, de par leur engagement, à mettre en place des structures. On a essayé de mettre ça dans le cadre de notre ONG, donc là c'est un autre débat. Mais je pense qu'il y a une possibilité réellement de faire des observatoires des droits de l'homme ou des droits des journalistes ou de la pratique journalistique à l'échelle nord-africaine. C'est un impératif historique. Dans le cas immédiat de Adlan Mellah, qui risque de mourir, rappelons-le. Oui, alors dans le cas immédiat, moi j'ai plein d'amis qui de toute façon s'engagent et sont pleinement engagés là-dessus. Donc je ne vous cache pas qu'il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas m'avancer. Il y a des actions en cours, il y a des actions de solidarité en cours. Donc le temps de mettre juste ça en place, parce que c'est vrai que le timing est assez serré, mais il y a des actions en cours et je pense qu'avant la fin de la semaine, il y aura quelque chose qui va s'organiser, du moins... À un niveau d'ONG, à l'international? Oui. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Boukhalifa Ben Mammar. Merci beaucoup, Abdou Soumar. Malheureusement, on n'a pas pu l'obtenir. Ni Qaddour Chouicha, ni Hafid Darraji. Merci beaucoup, Yahya Mkhioba. Merci beaucoup, Samir Bellatesh. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qala khair, salama.